Salutations, bienvenue dans DCP, du ciné et des potes, votre émission bimensuelle de cinéma. Exceptionnellement pour cet épisode, nous ne sommes que 3, Jérém, Julien et moi-même. Fred est pleinement investi dans le concours de la Fémis, on lui souhaite bonne chance et réussite. Au programme de cette émission, les critiques de Better Man, Baby Girl, Mémoire d'un escargot et Wolfman. La deuxième partie de l'émission constituera un grand hommage à cette légende qui nous a quitté, David Lynch, réalisateur fétiche de beaucoup de cinéphiles dont un autour de la table. Moi-même, ici présent. Julien, mon très cher, je suis avec toi pour ce moment difficile. Jérém nous fera donc les chiffres de la carrière de Lynch, je vous ferai jouer avec ses dialogues les plus connus, et le Joker entre les mains de Julien. Suspense ? Non, ce sera sur David Lynch, voilà. Ouais, merci. Je rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube, et vous pouvez nous suivre sur Insta, X et TikTok. Et comme d'habitude, on commence l'émission sur les actus. J'ai l'impression que depuis début janvier, il n'y a que des morts. Oui. Mais moi, je vais pas parler d'un mort. Enfin, en fait, si, il est mort. Michel Blanc, il est mort en octobre dernier. Et donc, un de ses films posthumes est actuellement sélectionné pour la Berlinale. Ce film, c'est La Cache, qui est une adaptation du roman de Christophe Boltanski. Et il y aura dedans Larissa Faber, Dominique Raymond, William L. Gill. Est-ce qu'il est vraiment sélectionné parce que c'est un très bon film ou parce que Michel Blanc ? Je sais pas si les cinéphiles allemands ont un affect particulier pour Michel Blanc, donc... Si ça se trouve... Les Peut-être. bonzés, ça fait vachement marrer les Allemands. On dit comment les bonzés en allemand ? Oh, j'en sais rien, moi. Bah, j'en voilà. suis pas encore là dans Duolingo. Oui, et toi, Jérém, ton actu ? Eh ben, rappelez-vous, lors de la dernière émission, je vous avais parlé des incendies ayant eu lieu dans la zone de Los Angeles, et je vous avais dit que la saison des cérémonies de récompense était donc bouleversée. Donc l'annonce des Oscars, des nominations pour les Oscars, aurait dû avoir lieu le 19 janvier. Et bien finalement, elle s'est tenue le 23 janvier, et nous avons donc les grands favoris. Le film le plus nommé est Emilia Pérez avec 13 nominations, dont meilleur film international, meilleure réalisation, meilleur scénario adapté, meilleure actrice principale et secondaire, etc., etc. Il devient donc le film n'étant pas en langue anglaise le plus nommé de tous les temps, avec 13 nominations, comme je l'ai dit, et il se rajoute à la liste des deuxièmes films les plus nommés de tous les temps, aux côtés du premier volet du Seigneur des Anneaux, de La Forme de l'eau, ou encore de plus récemment Oppenheimer. J'ai vu, il y a que 3 films qui ont reçu 14 nominations au total. C'est ça. Et c'est juste au-dessus. Ok. On peut noter également les 10 nominations pour le film The Brutalist, bientôt apparaître dans nos salles et dont on risque sûrement de parler dans DCP, ainsi que pour Wicked. Dans les surprises, on peut noter les 4 nominations de Nosferatu de Robert Eggers. Alors je dis pas qu'il mérite pas, mais je trouve que ça fait quand même beaucoup. Perplexe. Voilà, on peut également noter le snob qui a reçu Challengers de Luca Guadagnino. Une qui se fait un peu snobber avec seulement 5 nominations, soit autant que The Substance. Bon, ça va. Mais on s'attendait à plus. Bon... Franchement, vu la radia qu'il avait fait d'une premier du nom. Ouais. Mais donc, finissons par la joie immense, comme je l'ai dit, les 5 nominations pour The Substance, et notamment la meilleure réalisation pour Coralie Farja, mais également meilleur film, meilleur scénario original, et meilleur maquillage coiffure, et meilleure actrice dans un rôle principal pour Demi Moore. Donc, j'étais très content quand j'ai vu ça. Il mérite les 5. Et on fera donc un épisode comme l'année dernière, on fera un épisode spécial sur les Oscars, pour dire nos pronostics. Et juste tout dernier petit truc, tu avais raison, Jeremy Strong et Sebastian Stan sont tous les deux nommés. Ils doivent gagner, c'est une nécessité pour l'histoire du monde. Ok. Des coupes de cheveux. Oui. Et toi, Julien ? Moi, je vais faire péter le compteur de stats de Jérémy pour la fin de l'année, parce que j'ai encore parlé de Scorsese. Non, mais parce que son prochain film... À chaque fois, on en annonce un nouveau différent parce que c'est toujours une nouvelle adaptation, mais apparemment, ça se confirmerait. Ce serait l'adaptation du roman Le Diable dans la ville blanche, best-seller américain d'Eric Larson. Ce livre parle du tueur en série H.H. Holmes, qui avait utilisé l'exposition universelle de Chicago pour dissimuler ses crimes. Et fait intéressant, c'est que DiCaprio, en fait, a les droits de ce livre depuis 15 ans. Et ça fait 15 ans qu'il n'y a pas de prod, sauf que là, il y a la 20th Century qui s'est rajoutée, et ça se confirmerait prochainement. Par contre, il n'y a pas encore de scénario écrit, donc... Voilà, être patient, quoi. Et quand on sait que Scorsese prend quand même plusieurs années pour travailler sur un film... Est-ce que tu as vu le mème de Scorsese a plein de projets, genre il a 7 projets en cours, meanwhile Scorsese a 87 ans, et après tu as le mème de Lisa qui regarde par terre un air éberlué en mode Bah c'est un peu ça, c'est un peu, je pense, ce qui est un peu triste, c'est que là c'est un peu le dernier projet qu'il choisit de faire. Moi je pense surtout qu'il oublie qu'il vieillit. Je pense. Je pense que ces acteurs-là comme Cronenberg, qui sont un peu en mode « Ah j'ai 87 ans ? Ah bon ? Ah j'avais oublié ». Je pense que c'est l'inverse de Ridley Scott. Parce que Ridley Scott, il sait qu'il vieillit, il se le Du cache coup, à soi-même en faisant des films voilà. De plus en plus rapidement.
Et de Oui. moins en moins bon. Oh. Oui, parce qu'il a déjà prévu son prochain, je crois, en plus, lui. hein. Oui, mais quand tu vois par exemple que Ridley Scott balance à Tarantino, ferme ta gueule et va faire ton film quand il dit qu'il abandonne The Movie Critic, là, je crois qu'il a vraiment un problème psychologique avec sa vieillesse et qu'il veut absolument faire des films. Voilà. Mais Un c'est un autre débat à avoir sur Ridley Scott. Mais à un moment, ça va s'interrompre, personne s'y attendra. À un moment, la corde va rompre. Mais pour tous ces réalisateurs, je pense. C'est ça, d'un seul coup, on va avoir une flopée de grands réals qui vont décéder. Et puis surtout, il y a plein de projets, on va se dire, ça va arriver, et au final, pouf. L'avenir nous le dira. Comme le troisième film de Eisenstein sur Ivan le Terrible, comme le Napoléon de Stanley Kubrick. Voilà, on va voir des réalisateurs qui vont pas achever leur film. Qu'est-ce qu'il voulait faire déjà avant de mourir, Sergio Leone? Stalingrad. Ouais, c'est ça. Stalingrad. Voilà, on va poursuivre dans les critiques. Alors, comble un peu bête, nous sommes trois, nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord sur un film à nous voir à nous trois. On est trop fort. Voilà. On va commencer avec, pour moi, le film de l'année déjà. Bon, après, non. Bon, non. on est en janvier. On est qu'en janvier, mais pour le moment, c'est mon préféré de l'année. Jérémy et moi sommes les seuls à l'avoir vu. C'est le biopic sur Robbie Williams. Un singe. Non, c'est pas Bob Dylan, Robbie Williams. Un singe. Ça s'appelle Better Man, et c'est trop bien. Je suis Robbie Williams. Je suis une des plus grandes pop stars du monde. Voici mon histoire. Mais je vais pas la raconter d'une façon ordinaire, parce que je me vois pas comme les autres me voient. Pendant 2 heures, vous êtes tous à moi! L'ascension du célèbre chanteur-compositeur britannique Robbie Williams, devenu une star avec le boy band Take That dans les années 90, ce dernier a peu à peu plongé dans les paradis artificiels avant de retrouver le succès en solo en 97 avec la chanson Angels. C'est pas Angels qu'il a sorti de son addiction. Ok. Mais du coup, pourquoi c'est un singe? Ah, pourquoi? Alors ça, c'est une question, on va répondre après. Ok. Non, c'est tout con, il y a une chanson qu'il a fait qui s'appelle Me and My Monkey. D'accord. Voilà. On va la répondre maintenant. Bah non, parce que ça permet plein de trucs visuels en fait. C'est-à-dire que plutôt que de miser sur un acteur qui ressemble à peu près, surtout que là on parle de Robbie Williams à partir de sa jeunesse, bah plutôt que de viser à peu près avec un acteur qui lui ressemble moyennement, ils partent sur un parti pris qui est assez osé et qui en plus permet plein de folie numérique. Parce que pour le coup c'est un vrai film numérique où le fait d'avoir un singe au milieu et d'avoir des transitions à droite à gauche qui sont assez clipesques, mais qui donnent un rythme, une folie, un sens, et c'est cool. C'est cool. Alors moi, je vais raconter l'histoire un peu que j'ai eue envers ce film, c'est-à-dire que au début, j'ai entendu parler du biopic de Robbie Williams, je me suis dit, ouais, bon, est-ce que ça va Arrête. avoir grand intérêt? Arrêtez, Robbie Williams, c'est trop bien. Non mais, ok, Robbie Williams, c'est cool, j'écoutais ses chansons quand j'étais petit, ok, nickel. Bon, j'entends ça, je suis même pas intéressé, quoi, c'est, bon, ok, ce film va exister. On voit les premières images, putain, c'est un singe. Tu vois, moi, j'ai cette réflexion-là, un peu comme tout le monde. Et donc, le temps passe, et le film commence à sortir, à se faire voir en avant-première, etc. Et les critiques, elles sont un peu en mode, ouah, c'est une putain de surprise, on s'y attendait pas, c'est trop bien, nanana. Et donc, plus le temps passait, et plus je revoyais la bande-annonce, et je me disais, mais franchement, je pense qu'il peut y avoir quelque chose. Parce que j'avais peur du biopic musical un peu éculé, la formule du biopic musical un peu éculé qu'on voit ces dernières années. Bien sûr, le porte-étendard de ça étant Bohemian Rhapsody de Bryan Singer. J'avais une lueur d'espoir. Plus le temps avançait, le temps avançait vers la séance de ce film, plus j'avais une lueur d'espoir pour que ce soit bien, voire très bien, la bonne surprise que tout le monde vend. Et en effet, quoi, c'est trop cool. C'est génial. C'est un peu ce qu'on avait, enfin, tout ce qu'on a reproché à Bohemian Rhapsody, c'est comme Rocketman, tu ne peux pas le reprocher à Better Man. C'est tout ce que Bohemian Rhapsody échoue à faire, bah là il le fait bien. Parce que, alors j'ai pas vu Rocketman, mais de ce que j'entendais et de ce que je vois dans Better Man, c'est que ce sont des films qui sont produits par les artistes eux-mêmes. Rocketman par Elton John, Better Man par Robbie Williams. D'ailleurs Robbie Williams est la voix off du film même. Et il ouvre le film en disant « Bonjour, vous avez sans doute entendu dire que j'étais une sale merde, ces gens avaient raison. » Et en fait, il y a une transparence, il y a une transparence, mais qui est absolue, dans le sens où, en soi, la vie de Robbie Williams, le parcours d'artiste, il n'est pas intéressant. Il n'y a pas de péripéties forcément folles. Il trouve son groupe, il devient connu, il trouve sa copine, ça se passe mal, il tombe dans la drogue. Mais c'est le traitement de tout ça, c'est la manière, la transparence avec laquelle il va dire « j'ai des problèmes suicidaires, j'ai des problèmes de toxicomanie, de dépression ». Et d'ailleurs, le film se termine avec un encart dans le générique. Si vous avez des problèmes de suicide,
appelez ce numéro. Et ça parle de trucs qui sont parfois très durs, mais en filigrane, par exemple l'avortement forcé dans le milieu du show business. Donc avoir un tel traitement de ces sujets-là, avec autant de folie de mise en scène, avec un rythme effréné et de la super musique, parce que Robbie Williams, ça a beau être ancré dans les années fin 90-2000, c'est vachement bien. Surtout au ciné, ouais. Il y a toujours le fait d'avoir un putain de son au ciné qui fait que ça rajoute un truc. Et je pense que c'est ce qui a valu la majorité du succès de Bohemian Rhapsody. Mais bon, Bohemian Rhapsody, c'est un autre débat. Et justement, parce que Bohemian Rhapsody, c'est un film qui passe son temps à dire Freddie Mercury, c'est quand même une putain de légende. Et pourquoi ? Il a fait cette musique. Et du coup, on te fait passer pendant 1 minute 30 la musique. Et après, le film, il redit Freddie Mercury, c'est quand même une sacrée légende. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'il a fait... il a fait cette chanson. Et là, dans Better Man, il n'y a pas tant de ça de chansons. Il doit y en avoir 6 ou 7 au total. Ouais, en tout. Et en plus, c'est des chansons, mais qui sont réarrangées de manière différente. D'une part. Jouées en entier aussi. C'est ça. Organisées pour que ça fasse une sorte de spectacle. C'est vraiment... Chaque chanson est prétexte à un show, entre guillemets. Ouais. Où la mise en scène devient complètement barge. La mise en scène sur Rock DJ. Voilà, la mise en scène sur Rock DJ, je l'avais vu passer sur mon feed Twitter, j'ai vu les quelques premières secondes, je me suis dit, je ne regarde absolument rien d'autre de cette scène, de cette séquence, surtout qu'elle n'est pas en entier, l'extrait qu'ils avaient diffusé, et c'est fou. Alors bien sûr que c'est totalement grugé en plan séquence, c'est un plan séquence totalement grugé, mais putain, quel exercice! Mais là où c'est malin, en plus, c'est qu'ils ont volontairement baissé la qualité du film. C'est-à-dire que c'est pas un film qui est très 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 lisse sur l'image. Il a un grain particulier qui fait presque pellicule à certains instants. Et justement, parce qu'il prend le parti pris d'avoir des imperfections au niveau du grain, et ben les imperfections de mise d'effets spéciaux, tu les vois pas. C'est un peu comme Star Wars épisode 5. Quand tu vois Yoda, la marionnette de Yoda, bah, elle passe parce que c'est filmé en pellicule. Tu vois la même marionnette en 4K dans Star Wars 8, c'est dégueulasse. C'est pour ça que Star Wars 1, la menace fantôme, est dégueulasse. Voilà. Et bah là, ils ont fait le choix de un peu baisser la qualité pour mieux intégrer le singe parmi tous les autres acteurs. Parce que le singe, c'est la seule chose qui soit pas vivante, enfin qui soit pas normale quand il y a des scènes normales. Parce qu'il y a plein de scènes où juste t'as Robbie Williams en singe qui vit sa vie au milieu de sa maman, de sa grand-mère, de son papa. Et voilà. Et en plus, les interactions entre lui et les autres acteurs sont super bien parce que c'est un super film sur les relations humaines quand même. Aussi, oui. Parce que la relation qu'il a avec son père, elle est space, hein. Elle pourrait en même temps tourner vers quelque chose de très classique et très convenu et finalement pas tant que ça. Et c'est là où on va parler un petit peu du personnage de Robbie Williams. De ce qui fait l'essence du scénario un peu. Ouais. C'est le personnage de Robbie Williams, c'est à la fois son irrévérence, son côté sale gosse, mais qui a un faux côté sale gosse parce que c'est un sale gosse qui porte aucun message politique. C'est un sale gosse pour être un sale gosse. C'est pas un Gallagher ou un Kurt Cobain. Mais par contre, voilà, il y a ce sens du spectacle, il y a ce côté fou perpétuel, cette quête systématique de trouver un sens à sa vie, alors qu'en fait, il se sent comme une grosse merde. Et littéralement, Robbie Williams, pendant 2h15, il te dit « Vous me trouvez cool, mais dans le fond, je suis une grosse merde. » Et je le pense profondément. Et il y a un rapport de pure haine entre lui-même et son public. Genre... c'est ça. Il déteste son public. Il y a un moment donné, le pinacle de la carrière de Robbie Williams, du coup, c'est le live à Nebworth en 2003. Et un moment dans le film, il dit « Je m'apprête à affronter 125 000 personnes en face ». C'est ça. Et je voulais parler du coup de cette séquence en plus, parce que, comme je disais, chaque chanson complète est un prétexte à ce que ce soit une certaine chorégraphie, certain show. Alors, déjà, t'as celui sur She's the One que je trouve excellent également, parce que ça te résume une relation amoureuse en 3-4 minutes, avec des plans super clairs, etc. Et effectivement, la séquence sur Let Me Entertain You, donc du live de Nepworth, et franchement, tu t'attends pas à ce que ça tourne comme ça, mais vraiment le terme affronter est vraiment très important quand tu regardes cette séquence. Et vraiment, je m'attendais pas à ce point à voir ça, tu vois, dans ce film. Et c'est à quel point c'est pertinent. Et je trouve ça même limite un peu, pas subversif, mais il y a un petit côté sur la chanson Let Me Entertain You, qui est vraiment une chanson de pure... pure provoque, tu vois. Enfin, de dire... Vas-y, je pousse les potards et j'affronte littéralement tout mon public. C'est ça. Quitte à y laisser ma peau, quoi. Et pourtant, qu'est-ce que je vous ai montré juste avant d'enregistrer cet épisode, les gars ? Le final de ce live de Nepworth sur Angels. Et qu'est-ce qu'il vous montre ? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez cette vidéo ? Ah, c'est beau, il y a une belle communion avec le public. Ouais, moi j'ai jamais vu ça en live. Franchement, hein, j'ai jamais vu un artiste aussi ému face à tout l'amour qu'on lui rend. Et moi je m'attendais à ce que le film... Oui, tu pensais que ça serait le climax du film, le live. Voilà, je pensais que le Nebworth, en fait, il y aurait cette forme de rédemption vis-à-vis de son public,
où en fait il se rendrait compte que en fait toutes les haines qu'il ressent de la part du public, qui sont des haines qu'il ressent en lui-même, finalement il y a que de l'amour. Mais c'est pas ce vers quoi se dirige la conclusion du film, on n'en dira peut-être pas plus. Oui. Mais voilà, la fin est inattendue. Le traitement de Nebworth est inattendu, le traitement du live au Albert Hall est très chouette, parce qu'il y a un live à Albert Hall aussi, c'est A Night with Robbie Williams, qui est vachement cool, et c'est trop bien. C'est franchement incroyable comme film. Ah ouais, c'est... En fait, plus j'y repense, plus j'ai d'une part envie de le revoir, Oui. et d'autre part, il monte dans mon estime, plus j'y pense, et plus on en parle. Franchement, je l'estime de plus en plus, ce film. Donc c'est effectivement une très très bonne surprise. Et donc on verra peut-être à la fin de l'année, oui, ça aura été la plus grosse surprise de l'année niveau cinéma peut-être. Et on sait qu'il va flopper. On sait qu'il va flopper parce qu'en face de lui, il a quoi ? Il a le biopic sur Bob Dylan et que aussi aux États-Unis. Mais tu semblais surpris, mais en fait, Robbie Williams n'a jamais percé aux États-Unis. Non, c'est pas que je suis surpris. C'est pas que je suis surpris parce que je sais que Bob Dylan c'est une légende aux États-Unis. Bob Dylan, quoi. Mais donc, tu veux que je transitionne vers les chiffres ? Ouais, vas-y. Avec ça Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et donc oui, en effet, c'est un flop, car pour un budget de 110 millions de dollars, pour l'instant, il en a rapporté quasiment que 2 millions aux États-Unis et 15,6 dans le monde. Il faut aller voir ce film. Franchement, oui. Vous avez attisé ma curiosité. Regarde-moi bien dans les yeux. Et vas-y alors. Promets-moi d'y aller. C'est prévu. Merci. Parce que franchement, il ne mérite pas de flopper. C'est la recommandation ultime à vous faire. Allez voir ce film. C'est le genre de film, tu vois, il y en a eu plusieurs comme ça, on veut que les gens aillent le voir pour éviter qu'il floppe. Et refaites-vous la disco de Robbie Williams. Il n'y a pas que du bon. Mais en matière de single et de hit dans les charts, c'est du très cool, tu vois. She's the One, Eternity, Rock DJ, Angels. Angels, d'ailleurs, j'ai vérifié, sur les Brit Awards 2000, il a reçu le titre meilleur single de ces 25 dernières années. Bon, après, c'est les Brit Awards, tu sais, c'est très... En mode, oh, il est anglais. Donc, bon. En même temps, les Anglais sont les meilleurs musiciens du monde. Ok. Voilà. C'est un débat à ouvrir, peut-être. Oh, non, il est déjà clos. Ok. Ok, pas de débat. Les Anglais ont Pink Floyd, les Beatles et Led Zeppelin. Ouais, choix de qualité, ouais. Voilà. Ils ont Queen aussi. Bref, j'ai toujours pas trouvé les... En fait, oui, je tiens à dire que malheureusement, les chiffres du premier jour France sont toujours pas tombés au moment où on enregistre, donc je peux pas les donner. On va poursuivre avec un film que beaucoup de gens ont vu et que je crois que vous êtes assez unanime pour me dire qu'il ne faut pas aller le voir. Oh, je dirais pas ça. Allez, vas-y, lance le film. C'est Baby Girl. Être chef d'entreprise signifie à la fois diriger et prendre soin des autres. Tu devrais pas être au bureau. Tout le monde attend que je craque sous la pression. Est-ce que c'est un bon moment pour te présenter les stagiaires ? Oui. Hé, comment t'as fait pour calmer le chien ? Je lui ai donné un biscuit. T'as toujours des biscuits sur toi ? Pourquoi vous en voulez un ? Robbie, PDG d'une grande entreprise, a tout pour être heureuse. Un mari aimant, 2 filles épanouies et une carrière réussie. Mais un jour, elle rencontre un jeune stagiaire dans la société qu'elle dirige à New York. Elle entame avec lui une liaison torride, quitte à tout risquer pour réaliser ses fantasmes les plus enfouis. Un film avec Nicole Kidman et comment il s'appelle lui ? Harry Dickinson. Qu'on avait vu dans Le Catch, Iron Claw. Voilà. Mais oui. Et aussi dans Triangle of Sadness. Et il y a Antonio Banderas. Ton adoré. Antonio Banderas. Il m'a sauvé dans un cauchemar de Leatherface. Toujours un bonheur. Bref, Baby Girl. Moi, je ne l'ai pas vu, les gars. Faites. Non, mais quand tu dis qu'il faudrait pas le voir, c'est surtout que le film n'a pas grand intérêt. Il n'apporte pas grand chose, que ce soit cinématographiquement. Et surtout les plans que peuvent contenir un film, enfin tu le vois, tu l'as vu, c'est bien. Par contre, je suis agréablement surpris parce que le film est vendu donc comme un film érotique, donc ce qui est pas du tout le genre de film qui m'intéresse, vrai pour le coup. Du coup, j'y suis allé en mode j'y vais pour le travail. C'est pour le travail. C'est pour le travail. Et en fait, finalement, le film n'est absolument pas un film érotique. C'est pas du tout. C'est très peu le cas, honnêtement. C'est vrai, ça se vend comme un thriller érotique. Après, j'ai pas vu le classique du genre qui est Basic Instinct. Je l'ai pas vu. Pour avoir vu Basic Instinct quelques jours avant, par pur hasard, voilà. Pour le travail. Pour le travail. Non, Basic Instinct, c'est beaucoup plus intéressant parce que tu as toute une dimension policière très Hitchcockienne en plus. Et pour le coup, non, t'as beaucoup plus de tension sexuelle dans un Basic Instinct que dans un Baby Girl. Ouais, parce que là, vraiment, au niveau érotisme et même thriller, je vois rien du tout là. Non, mais même le côté thriller, c'est. En fait, le film lance des pistes qui pourraient être intéressantes, mais ne va jamais au bout. C'est-à-dire que le thriller, tout ce côté thriller que pourrait avoir le film, c'est l'idée même sur laquelle se base la relation. C'est-à-dire que c'est grande femme d'affaires avec le stagiaire, et donc comment va s'inverser le rapport de pouvoir à travers la sexualité, dominant-dominé, et du coup forcément ça met en danger sa carrière.
Mais en fait, ça, c'est à peine exploité, c'est à peine effleuré. Ça met en danger sa vie de famille. C'est le dernier quart d'heure du film et ça se résout assez facilement. C'est ça. Et d'où le problème du film, c'est que le film, il te passe devant et t'es un peu en mode ouais, d'accord, ok, il se passe ça, ok. Ensuite. Mais Ok. moi, franchement, quand je voyais le postulat, j'étais en mode, ah ouais, juste un chantage sexuel et Nicole Kidman sexualisée encore. Bon, Tu vois, pas- le truc que j'ai next. trouvé intéressant, c'est pour ça que je parle de agréablement surpris, c'est que dans cette relation entre Harry Dickinson et Nicole Kidman, où tu as toute t'as une part de manipulation, mais en même temps un consentement à la manipulation, tu sais jamais vraiment si le personnage d'Harry Dickinson éprouve quelque chose de sincère ou si c'est une pure manipulation. Ça vient en fait se semer le doute et t'arrives à presque voir une relation d'amour entre les deux. Et en fait, l'intérêt juste du film est là. C'est vraiment le seul truc où je vois de l'intérêt, c'est le possible amour entre ces deux personnages, malgré les différences d'âge, les différences de statut. Voilà, c'est tout. Sinon, en fait, pour le coup, le film n'a vraiment rien d'intéressant. La réalisation, en fait, c'est du A20, c'est vraiment tout ce que peut faire A24 dans sa production, le côté très moderne, très endroit très clos. Voilà. Est-ce que A24 arrive pas un peu à devenir un cliché sur pattes? Ah, mais Parce que A24, n'est plus que la. C'est déjà. j'ai l'impression que vous continuez d'aller voir des films A24 parce que c'est Studio A24 et qu'à chaque fois vous dites ouais. Ah, mais A24, c'est devenu une sorte de produit. Comment je pourrais dire ça? C'est un produit préfabriqué maintenant, A24. Donc, que ce soit dans le genre de l'horreur ou Enfin, c'est du produit préfabriqué dans le film de genre. Quand c'est pas de l'horreur, on te vend du thriller érotique ou on te vend, je pense, des films plus SF, genre Everything Everywhere, ce genre de choses. Mais il n'y a pas grand chose à s'étendre en fait sur Baby Girl. Hein. C'est ça, c'est un film assez oubliable, assez passable. Et puis même, non, tu disais, pour moi, il n'y a aucune relation. Il y a aucune relation, histoire d'amour, je vois aucune... Moi, c'est le seul truc que j'arrive à déceler, mais parce que c'est le seul truc que j'ai peut-être trouvé... Parce que moi, j'estime que ce que fait le personnage de Harry Dickinson, il pourrait le faire avec n'importe qui. Hein. Enfin, je sais pas. Ouais, mais justement, je me suis dit au bout d'un moment, peut-être qu'il y a peut-être un amour entre ces personnages qui pourrait naître... Mais après, c'est des thématiques qui m'intéressent plus que du thriller érotique, donc forcément, j'ai dû plaquer des envies sur un film qui n'en proposait pas. Après, de base, voilà, si vous me parlez d'une relation amoureuse, Nicole Kidman, elle est avec Antonio Banderas et Mais oui, ça ne mais- suffit pas. Mais bon, Antonio Banderas, il baise mal dans le film, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vraiment le concept du film en plus. Ça Bandela pas. Voilà, je t'ai tendu la perche juste pour ça. Non, mais autrement, et c'est là où moi le principal problème du film, c'est que c'est tellement décousu et tu sais tellement pas où ça va aller et le film te passe tellement devant les yeux, c'est qu'à quel point j'ai l'impression que j'ai mal compris le message, je ne saisis pas le message du film. Et pour moi, la fin n'a aucun sens. Je trouve que la fin, il y a un truc en mode... Alors, faut quand même rester avec ta vie maritale, mais bon, c'est bien d'avoir des fantasmes, mais ces fantasmes, si tu les réalises pas, enfin, je sais pas, pour moi, et en plus, le dernier plan du film, pour moi, c'est juste, en fait, limite, elle regrette son choix d'avoir parlé de tout ça avec son mari. Bah, je trouve que tu vois, le film n'arrivera jamais à atteindre la dimension, par exemple, d'un Shame de Steve McQueen. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, je l'ai Non. pas vu, mais Bah là, vraiment, t'as ce concept en fait en gros, c'est. Michael Fassbender. Ah oui, alors que j'adore Michael Fassbender, en gros, qui est addict, c'est un addict à la pornographie et au sexe. Et en fait, tout le film, justement, c'est plus ou moins la déchéance de ce personnage dans cette addiction-là. Et en fait, tout le principe du plan de fin de Shame, c'est de revenir à un des plans du début, et avec ce trouble, en fait, de est-ce que il va replonger ou non. Le film n'arrive jamais à atteindre cette dimension que pouvait avoir un Shame là, sur la dimension du fantasme, etc. Puisque c'est un peu ce que pourrait proposer le film. En fait, quel est le message du film? Est-ce que des fantasmes peuvent t'amener justement à une sorte de déchéance, etc. Tu perds ta vie de famille, tu perds ton travail, etc. Ou à l'inverse, est-ce que les fantasmes doivent être réalisés pour s'accomplir Ouais, mais par rapport à ça, à aucun moment jamais elle est confrontée, pardon. Ouais, c'est ça. Jamais elle est confrontée à ça, je trouve, parce que il y a une scène où ils se rencontrent, Antonio Banderas et Harry Dickinson, et c'est réglé en 2-2. Il y a rien. Enfin, à aucun moment je l'ai senti déstabilisé dans son truc de la vie de famille, quoi. Bah, ça pousse jamais son propos plus loin que ça pourrait. Mais c'est c'est dommage, parce qu'il y a encore une fois des choses intéressantes quand tu as le personnage d'Harry Dickinson qui arrive chez elle, chez Nicole Kidman. Tu as ce moment où elle réalise que cette relation extra-conjugale, en fait, elle interfère directement dans sa propre famille. Et tu as ce côté très un peu à la Parasite, où je pense à Funny Game, vraiment de se dire que des gens étrangers à ton cercle, en fait, s'infiltrent dedans. Mais en fait, ça va jamais plus loin que ça. Et en fait, je pense que le film a plein de pistes qui pourraient vraiment le rendre très intéressant,
Mais ça reste un film très classique et juste un film qui se vend comme un thriller érotique pour faire genre. voilà, j'ai envie de dire pour faire des ventes, mais je sais même pas si le film cartonne ou quoi que ce soit. Et bah du coup on va pouvoir transitionner vers la chip. Quelle transition à chaque fois là sur ces deux critiques. Alors Baby Girl, c'est un budget de $20 millions. Où est le fric? Dans le salaire de Nicole Kidman. Parce que franchement, 20 millions quoi. Et dis-toi que c'est plus que The Substance. Ah ouais, pas mal. C'était pour dresser le chien. Aussi peut-être. Sachez que au box-office mondial, il est à $34,3 millions, dont 25,8 aux États-Unis. Donc, il est en passe de se rembourser 2 fois. Donc, on peut considérer que potentiellement c'est un bon succès. En ce qui concerne la France, pour la première semaine qui était du 15 au 21 janvier, il a fait 132 656 entrées. C'était le premier des nouvelles sorties de la semaine. Entendu. Bon, et ben maintenant, on va passer au film que seul moi ou Jérém avons vu. Vous aviez vu Mary and Max? Pas du tout. Ça tombe bien parce que moi non plus. Mais par contre, du coup, Adam Elliott, le gars qui avait fait Mary and Max, qui avait été un gros succès, bah il revient avec Mémoire d'un escargot. Il y a 15 ans d'écart entre les deux films. C'est que son deuxième film en pâte à modeler. Design pâte à modeler façon, voilà, c'est gros bit, mais beaucoup plus trash, sale et obscène aussi. Et donc, il raconte l'histoire de deux jumeaux. Voilà, leur mère est morte en les mettant au monde. Leur père est un tétraplégique qui meurt quand ils ont 5 ans. Ils sont séparés. L'une se retrouve dans une famille, dans un couple échangiste. L'autre se retrouve chez une famille de fermiers ultra chrétiens qui... Avec 2 mondes, 2 ambiances. Ouais, voilà. Qui genre, l'électrocute, enfin, qui l'électrise parce qu'il a des pulsions homosexuelles. Bref, la vie, c'est nul. Clairement, le message de ce film, c'est... La vie, c'est nul, et vous savez à quel point c'est plus nul? Adam Elliott, c'est en grande partie inspiré de la vie de sa mère. Mais c'est horrible. Oui, c'est très dur comme film, mais en même temps, c'est très doux. Il y a un ton qui est très apaisant, parce que le narrateur, donc la narratrice plutôt, qui est la sœur des jumeaux, raconte vraiment toute son histoire avec un ton très posé, très second degré aussi, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans le film. Tu rigoles beaucoup, il y a des moments de pure drôlerie. Il y a une merveilleuse transition fondue enchaînée, noix de coco, nichon. D'accord. Puis visuellement, c'est vachement chouette en fait, parce que je me suis rendu compte qu'avec la pâte à modeler, j'avais l'impression qu'on pouvait pas faire grand chose aujourd'hui, plus qu'un Chicken Run ou voilà, ces gros mythes d'il y a 20 ans. Et finalement, non, il y a des jeux de perspective, il y a des jeux de plan séquence, il y a des jeux vraiment intéressants au niveau de la mise en scène, même sur un film en pâte à modeler. Donc il y a des bonnes idées vraiment à droite à gauche, c'est très chouette à voir. Et puis voilà, comme Better Man, quelque part, sans détour, ça te parle. Il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup de complexes sur le physique, sur le fait de grossir et sur aussi des déviances. Parce que par exemple, le personnage de Ken, pour ceux qui ont vu le film, le personnage de Ken qui a un cahier et qui ressemble beaucoup à... J'ai fait des collages. 5 plus 5 égale 10. Il y a ça dans le film. Tu m'as sorti une référence d'il y a 10 ans là. Il nous a fait un choc mental. Et bah, dis-toi qu'il y a un personnage de ce calibre-là dans le film. D'accord, je vois tout de suite le genre. Mais il y a d'autres personnages qui sont d'une tendresse assez dingue, que tu aimes d'amour. Et en fait, le film, pas forcément très bien rythmé non plus, parce que ça dure 1h30. Parce que la narratrice, de temps à autre, en fait, elle va s'arrêter pour te décrire vraiment avec précision un personnage pendant 5 minutes. Donc ça peut être leur père tétraplégique pour te raconter toutes les anecdotes de sa vie pendant 5 minutes, et après le père, il meurt. Et après, elle va te décrire pendant 5 minutes sa voisine octogénaire qui est d'une tendresse assez folle, et elle te raconte toutes les anecdotes de sa vie avec beaucoup d'humour et avec beaucoup de blagues, de gags. Il y a un gag sur John Denver qui est absolument merveilleux. C'est à la fois assez brinque-ballant en matière de rythme, parce que tu t'arrêtes pendant 5 minutes à regarder juste, ok, ce personnage-là, tu le connais de bout en bout pendant 5 minutes, et après, bah, bazarder. Mais c'est très doux, c'est très bien, franchement. C'est full recommandation. C'est les 2 films que j'ai vus, sont tous les 2 chez les enchaînés, et c'est tout le temps merveilleux. D'ailleurs, Mémoire d'un escargot est nommé au meilleur film d'animation, au même titre que Wallace et Gromit, Vengeance Must Fall. Ah, j'ai toujours pas vu. C'est quoi les autres films en animation d'ailleurs? D'ailleurs, il y a Flo, il y a Vice Versa 2 et Le Robot Sauvage. Ça va Bon, être je suis content, ils ont pas nommé Vaiana 2. Ouais, mais grosse concurrence quand même sur bah ouais, parce que l'animation, là. j'ai autant envie de voir Vice Versa 2 que Flo. Mais en vrai, j'ai un peu plus envie de Flo, même si j'ai préféré Vice Versa 2. Et Flo est aussi nommé en meilleur film international. Ouais. Et puis Mémoire d'un escargot, c'est canadien. Canadien, non, c'est australien. Oui. C'est australien, donc ça pourrait aussi concourir là-dedans, mais visiblement ça l'est pas. Bref, c'est trop bien. Franchement, foncez les gars. Et donc, ton film à toi. Et ben on va passer de Better Man à Wolfman. Réadaptation donc du Loup-garou par Lee Whannell, qui nous avait fait... qui est d'abord le scénariste de Saw et celui qui joue Adam dans Saw, premier du nom, et qui nous a fait ensuite pas mal de films en tant que scénariste et en tant que réalisateur. Il avait fait, son premier film c'était Insidious 3,
Et par la suite, il avait fait Upgrade, que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Et également, c'est lui qui a fait la réadaptation de L'Homme Invisible, qui est sorti, je crois, début 2020. Et que, pareil, j'avais beaucoup apprécié parce que je trouvais que c'était une bonne relecture du truc, assez moderne, avec des éléments technologiques, etc., etc. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, s'il veut se refaire tous les Universal Monsters à sa sauce, ça peut être intéressant. Pas moi. Moi, j'avais pas aimé du tout Invisible Man. Bon, on n'est pas du même avis du coup. Mais Wolfman, je me suis dit, bon, ça peut être sympa. Et puis en voyant les bandes annonces, je me suis dit, on peut y avoir des idées de mise en scène intéressantes. Et quand j'ai vu le film, j'ai fait. Quand tu commences à dire, je pense que ça va être sympa, c'est que ça va être nul après. Et quand j'ai vu le film, j'ai fait, oh, qu'est-ce que je viens de voir? Alors, c'est pas ultra mauvais, mais franchement, qu'est-ce que c'est long pour rien. Ça dure combien de temps? 1h40. Ah oui, si tu trouves 1h40 long, c'est que ça doit vraiment... je trouve que y a pas grand-chose qui se passe dans ce film. Bien que maquillage super impressionnant en vrai, quand même, parce que c'est quand même assez bon au niveau des maquillages, des effets pratiques qu'il essaye de mettre en place. Mais alors, franchement, l'histoire, je m'en fiche. Les personnages, je m'en contrefous, mais de la dernière pluie. J'ai aucun attachement aux personnages. C'est vraiment le début du film, c'est en mode... Oh bah regarde, c'est un gentil papounet, il essaye de faire plaisir à sa fille, etc., mais il va devenir un monstre. Oh bah maman, elle bosse beaucoup trop, faudrait mieux qu'elle se rende compte sur sa famille. Ce genre de cliché de personnage qui n'évolue absolument pas. On dirait Hansel et Gretel. Et donc, bah voilà quoi. Non, il y a pas grand chose. Le film fait pas peur en plus. Et du coup, en termes de costumes, effets spéciaux. Il y a beaucoup plus d'effets pratiques que d'effets spéciaux, et ça, c'est à louer quand même. Le film ne repose uniquement sur des jumpscares. Il y a juste un seul plan où je me suis dit, j'aime bien les plans dans les films d'horreur où t'as la menace qui est un peu sur les côtés, qui est pas in your face, et qui est un peu sur les côtés, un peu tapis dans l'ombre, etc. Et t'attends justement en attente du jumpscare. Et il y a un seul plan comme ça dans le film, et quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, là c'est intéressant ». Et au final, c'est tout. J'ai une question par rapport à Blumhouse. Ouais. Parce que Blumhouse, c'est très... 2005-2017 en matière d'importance dans le cinéma horrifique. Là, on parle beaucoup de A24 comme renouvellement du cinéma d'horreur. Est-ce que Blumhouse c'est juste pas dépassé? Parce que Leigh Whannell et James Wan, ils avaient créé un truc, tu vois, à l'époque de Saw, à l'époque de Conjuring. Ils avaient vraiment créé un truc à eux deux qui était assez fort, et aujourd'hui qui me semble complètement dépassé. C'est pour ça que je suis pas allé voir Wolfman. Hein. Je sais pas, bah après Blumhouse, les derniers films qu'ils avaient produits, c'était les remakes, les adaptations d'Halloween. Après, j'ai l'impression qu'en termes, je dévie, mais en termes d'horreur, on est plus sur des propositions esthétiques, je pense surtout avec le cinéma de Robert Eggers, que sur des vraies propositions horrifiques en termes de rythme, en termes de peur. Ouais. Là, comme tu disais, tu parlais de Conjuring, où là, ça marchait vraiment sur la peur. Le rythme. Ouais, le rythme, la peur, le fait que ça te lâchait pas en fait du début à la fin. Hein. Alors que tu prends du cinéma, mais que ce soit Eggers ou Ari Aster. Voilà, qui est beaucoup plus posé dans l'ambiance, dans l'esthétique. Quitte à ce que ça dure 2h30 voire 3h. C'est ça. Ouais. C'est vraiment un tournant dans la manière d'aborder l'horreur. Putain, alors je suis en train de voir où est-ce qu'il a produit Jason Blum depuis quelques années là. Ouais. Putain. Parce qu'à l'époque, Blumhouse, c'était des films, ça durait 1h30, mais c'était un roller coaster d'1h30 assez intense. Bah c'est ça. Mais qui au final devenait de plus en plus convenu au fil des ans. Hein. Bah Blumhouse, c'est Paranormal Activity, c'est les Insidious, c'est Sinister. Voilà. Alors c'est pas Blumhouse qui a fait Saw, mais Saw pour moi c'est la quintessence de ce style. C'est un film qui dure 1h35, qui ne te quitte jamais en matière de rythme, alors que ça se passe avec deux mecs enfermés dans des salles de bain. Et c'est incroyable, Saw. Moi, je trouve ça dingue. Et quand tu vois les derniers films qu'il a produits, pour moi, le dernier bon film qu'il a produit, vraiment très bon film qu'il a produit, bah, c'est Us de Jordan Peele, quoi. Donc ça date. Hein. Ah, c'était Blumhouse, ça. Ouais. Bah oui, parce que Get Out aussi, c'était Blumhouse. Après, Jordan Peele, c'est quelque chose quasiment à part, je pense, dans l'horreur. Ouais. Y a rien de prévu de Jordan Peele depuis Nope. Si, mais ça sort fin de l'année prochaine, donc décembre 2026, je crois. Ouais, donc, on a le temps de le voir venir. Mais oui, dans les dernières années, Blumhouse, c'est Wolfman, c'est Five Nights at Freddy's, c'est L'Exorciste Dévotion, c'est Megan. Voilà quoi. Ah si, Black Phone, c'était sympa. Bon, voilà. Sujet clos. Oui. Ok, on referme les films de l'actualité et on dit bonjour aux films d'un ancien temps qui s'est fermé il y a de ça une semaine. J'étais en direction chez des amis pour faire une soirée puzzle. Je prends des pizzas sur le chemin, je vais pour demander le code sur Messenger et ma pote, sur la conversation, a dit «
David Lynch est mort. Et Julien, comment tu l'as appris ? Je l'ai appris par Owen parce que je regardais mon téléphone, je n'avais pas encore ouvert quelconque réseau social. Je voulais t'appeler d'abord, j'ai hésité à t'appeler. Non, j'ai regardé j'ai entendu un message vocal à Owen qui disait David Lynch est mort. Je fais comment ça, David Lynch est mort? Et là, je regarde les actualités, je fais ah oui, il est mort. Alors je crois que tu te gourres parce que c'est moi qui ai envoyé le vocal. C'est toi qui as envoyé le vocal, ok, je Jérém pensais que qui- c'était Owen. Non, parce que moi, c'est vraiment, j'ai vu ça sur Twitter du coup, et j'ai fait, il faut absolument que je le dise. Ouais, bah c'est ce genre d'annonce, tu vois. En fait, ça nous a tous pris de court. Moi, je suis pas un. Enfin, on en parlera dans ton Joker, mais j'aurais toujours en tête l'enchaînement de tes messages. C'était quoi? Comment? Je refuse. Je refuse. Donc, toute cette deuxième partie est consacrée à David Lynch. On va parler de David Lynch de long en large, de nos rapports, et en premier lieu, puisque Jérém ouvre la deuxième partie et que Jérém est un obsessionnel des chiffres, il va nous parler des chiffres. Et oui, les chiffres de David Lynch en hommage du coup à ce grand nom du cinéma qui nous a quittés. Vous allez voir que ça va être assez rapide, mais ça reste toujours intéressant à voir. David Lynch, c'était 57 ans de carrière, ça fait bizarre de dire ça au passé. Entre son premier court-métrage Six Men Getting Sick fait en 1967 et son dernier court-métrage The Spider and the Bee paru en 2020. En termes de long-métrage, David Lynch aura fait 10 films dans sa carrière. Si vous voulez vous faire un marathon des films de David Lynch, il va vous falloir 1302 minutes, soit 21h45, donc une bonne journée. Le film le plus court de sa filmographie, c'est son premier film, Eraserhead, avec son 1h29, et à l'opposé, son film le plus long, c'est son dernier film, Inland Empire, qui pointe à 3h tout rond. Et en moyenne, un film de David Lynch, c'est quand même 2h10. Ah, quand même. Lynch, c'est 148 nominations pour 63 victoires dans des cérémonies de récompenses, dont la Palme d'Or pour Sailor et Lula, et le prix de la mise en scène également à Cannes pour Mulholland Drive. Il s'est fait nommer 4 fois aux Oscars aussi, mais il n'a rien remporté. Est-ce que c'est possible d'avoir des... Bah oui, Heath Ledger, mais des Oscars posthumes d'honneur comme ça, je sais pas. Je pense que c'est possible. Il me semble que ça se fait, on donne une récompense posthume. Ça n'a je pas été crois- fait au César récemment? Alors, César peut-être pas, mais Oscar, je suis quasi sûr que Charlie Chaplin a eu un Oscar d'honneur posthume. En tout cas, ça va être sans doute le dernier nom qui apparaîtra sur la... Sur le In Memoriam. Voilà. Et les gens vont être assez émus. Ensuite, si l'on prend les notes IMDb, son film le mieux noté, est-ce que vous pourrez me dire lequel c'est? Elephant Man. Inland Empire. Wow. Ah, le mieux noté, pardon. Bah j'étais oui, sur le mieux noté. Le mieux noté, pardon, j'en fais. Elephant Man aussi. Ouais, bah, bien évidemment, avec 8,2 sur 10. Et donc, son film le moins bien noté, selon vous, c'est lequel? Bah, Inland Empire. Non. Ah, d'accord. Et toi? Tu penses quel film? C'est Laure et Lula. Allez, non, faut pas laisser Dune, ton avis. Bah oui, bien évidemment, Dune. Dune. Au final, oui, c'est bien Dune avec 6,3 sur 10. Bon, ça va. Ils sont cléments sur IMDb. En moyenne, un film de David Lynch, c'est noté 7,4 sur 10 sur IMDb, ce qui est quand même assez impressionnant. C'est vraiment une très très bonne moyenne sur 10 films. Continuons avec les budgets alloués à ce réalisateur. Comme déjà dit dans cette chronique, c'est souvent le cas pour le premier film, le budget est le plus petit, puisqu'en effet, avec Eraserhead, David Lynch n'avait qu'un budget de $100,000 pour ce film. Je l'ai pas vu, donc je sais pas. Parcours du combattant pour le faire, mais Oui, j'en je reviendrai sais. sans doute peut-être plus tard. Et à l'inverse, son film avec le plus gros budget n'est pas si haut, puisque c'est Dune, mais avec seulement entre guillemets, $40 millions. C'est bien peu comparé au Dune de Villeneuve. Et puis même pour l'époque, $40 millions, je suis pas sûr que c'était tant que ça pour son film. C'est sorti en quelle année? 82, c'est ça? 82, 83, ouais. Ouais. Avec l'inflation, ça doit quand même représenter quelque chose maintenant. Ouais. Ouais, je sais pas. Non, ça devait être un bon budget à l'époque quand même. Ok. Parlons box-office maintenant. David Lynch n'est pas un réalisateur de gros chiffres, c'est plutôt un réalisateur de niche et de critique, ce qui fait que son plus gros succès aux USA sera Dune pour toujours et à jamais, avec plus de 31,4 millions de dollars de recettes. Je vais pas parler du box-office mondial, car ces films étant sortis dans des périodes où le box-office mondial était assez compliqué à trouver, à part pour ces derniers films où c'est trouvable, mais c'est pas... ça va pas être très représentatif si je donne les chiffres mondiaux, les chiffres du box-office mondial. Mais sachez qu'il a quand même engrangé au total 134 millions de dollars de recettes mondiales, avec une moyenne du coup à 13,5 par film environ. En France, ce n'est pas Dune qui a fait le plus grand nombre d'entrées, puisqu'il s'agit d'Elephant Man, avec ses 2 553 507 entrées, et à contrario, son film ayant fait le moins d'entrées en France, c'est son dernier film, encore une fois cité dans cette chronique, Inland Empire, avec pas loin de 128 000 entrées. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que son succès, en tout cas public, j'entends en matière de chiffres, est à conjuguer plutôt aux prémices de sa carrière, et qu'une fois qu'il a trouvé vraiment sa formule à lui, bon, il a trouvé des nouveaux fans qui l'ont chéri de à tout jamais,
mais il a peut-être perdu une bonne partie de son public avec ses films ultra cryptiques. 2 de ces films ont dépassé le million d'entrées en France et même les 2 millions, donc Elephant Man est juste derrière Dune. Autrement, aucun de ces autres films n'a dépassé le million. Parce que Mulholland Drive, vu comment on m'en parle depuis 15 ans, j'aurais pensé que c'était un succès à l'époque, mais... En vrai, en France, ça va, il a quasiment tapé le million en France. Il s'est remboursé, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai pas les chiffres en face de moi, mais il me semble qu'il s'est remboursé quand même. Donc, mais c'était pas non plus le succès, quoi. Le cumul de ces entrées françaises s'élève à 8,6 millions d'entrées, avec une moyenne à 867 000 par film, du coup. Passons à nos chiffres sur la filmographie de David Lynch, et même si Fred est absent, on va intégrer ces données puisqu'il me les a données. Donc au nombre de films vus, bien évidemment que c'est Julien en tête avec 7 films vus sur 10. Qu'il a souri avec tellement de fierté. Ouais, c'est moi. Suit 7. Owen. 7 Ouais. sur 10 Ouais. Bon. J'ai pas vu Inland, j'ai pas vu Une histoire vraie, j'ai pas vu Dune. Ah ouais. Suit Owen avec 5 sur 10, donc la moitié de sa filmographie. Pas Puis mal, hein. Moi-même avec 3. Et enfin, Fred est le moins féru de Lynch car il n'en a vu que 2. Un seul film a été vu par tout le monde, Elephant Man. Et à contrario, 2 films de Lynch n'ont été vus par personne d'entre nous, Une histoire vraie, et encore une fois c'était Inland Empire. Ah, faut vouloir s'y jeter dans Inland Empire. Inland Empire, les 3 heures ultra expérimentales de Lynch, faut les vouloir. À savoir qu'Owen est le seul à avoir vu son adaptation de Dune, Ouais. et Julien, le seul à avoir vu Twin Peaks Firewalk With Me. Un jour, je me jetterai dans Twin Peaks, promis. Mais Pas tout de suite. Et à l'inverse, je suis le seul à ne pas avoir vu un film que tous les 3 vous avez vu, puisque je n'ai pas vu Eraserhead comme dit précédemment. Ça arrive. Oh, je l'ai rattrapé très récemment, moi, Eraserhead. Non mais en vrai, Eraserhead, pourquoi pas? Je sais que c'est pas très long, donc en vrai, dans l'année, ça peut se faire. Peut-être au cinéma, parce que moi, je l'ai vu genre au ciné-club de ma fac. Bah après, le truc, c'est que David Lynch, il y a un énorme travail sur le son. Ouais, Donc c'est sûr que Ah, si tu peux oui, le voir dans d'accord. une très bonne salle avec un très bon son. c'est ça. Bah, Oh, maintenant qu'il est mort, ça se trouve, il va peut-être être Oh, diffusé facilement, tu vois. La filmothèque, elle va être prise d'assaut. Aussi. Poursuis. Ah non, voilà, c'est fini. Ah ouais, non, j'ai pas d'autre chose après, parce que sinon, soit c'est des films que seulement 2 personnes ont vu, y a pas, ouais. tu vois, donc... C'est Bah. pour ça que j'ai dit que ça allait être rapide. Mais toi, t'as vu Mulholland Drive, du coup? Bah oui, je l'ai vu. Ah. Et je crois qu'il y a que 2 personnes... Moi, j'ai pas vu Mulholland Drive. Bah, et Fred non plus, donc voilà, Et, c'est pour ça. C'est mon grand manquement. Je sais qu'un jour, je le rattraperai, mais encore une fois, j'aimerais bien le voir au cinéma. Mais c'est peut-être l'occasion. Bah là, il ressortait, ils l'avaient ressorti dans les UGC. Ah ouais. Mais après, En je pense, hommage. mais je pense que la Filmothèque, tu auras l'occasion de le trouver. Hein. Par contre, j'avais vu Lost Highway au cinéma. C'est incroyable Ça, ça, ouais. C'était très Mais on en immersif. reparlera sans doute après. Après, avant, c'est mon jeu. Moi, à j'attends moi. qu'une seule chose, c'est le fight entre Julien et Owen sur Sailor et Lula. Voilà, je le dis. Ah non, mais Ah, ça, il c'est... va falloir remonter un peu dans mes souvenirs. Mais d'abord, j'ai un jeu. Alors d'abord, je voulais faire les anecdotes de David Lynch. Et finalement, il n'y en a pas tant que ça. Bah, le monsieur aimait pas trop raconter d'interprétations, de trucs. Exactement. Par contre, ce monsieur aimait bien parler. Ça, c'est vrai. Et il a dit beaucoup de choses, David Lynch. Il a dit beaucoup de choses qui sont à la fois très bizarres et à la fois assez drôles. Et donc, alors, j'ai pris aussi des citations dans ses films. La question, c'est je vais vous citer Vrai des... ou faux? Voilà, vrai ou faux. Je vais vous dire des trucs que David Lynch a peut-être dit Ou en peut-être interview ou à travers ses films. Il faut me dire si c'est vrai ou faux. Par exemple, a-t-il dit « Le monde entier est cruel à l'intérieur et cinglé en surface Oui. Je dirais oui, alors là, si Julien, Ah bah. si tu dis en premier, bah alors c'est sûr que je vais Sinon, savoir. c'est que c'est un très beau pastiche d'Owen, mais... » Non, c'est... oui, effectivement, c'est même un dialogue dans Sailor et Lula. Ce qui effraie le plus, ce n'est pas la réalité, mais ce qu'on imagine qu'elle cache. C'est vrai. Vrai aussi, mais je vais suivre Julien. Bah, en fait, c'est tout le concept de son cinéma est résumé par ces 2 phrases. La télévision, c'est du téléobjectif, tandis que le cinéma est du grand angle. Ah, c'est pas... Vas-y, je me lance avant Julien pour éviter de le suivre, je vais dire faux. Je vais dire faux parce que ça me rappelle vachement une citation d'un autre cinéaste. C'est vrai. C'est vrai? Il l'a dit. C'est possible. Parfois, je sens flotter mon cerveau dans l'air et je me dis, bon sang, qu'est-ce que je vois là? Ça, c'est... Ça, c'est du Owen craché, ça, je le reconnais. Je reconnais la pub de Brett. Bon, d'accord. C'était faux. J'en ai absolument rien à foutre que vous compreniez mes films parce que même moi, je ne les comprends pas. Ça, ça peut possible. fortement être Lynch. Possible, parce je dirais oui, allez. que ça peut être Lynch, oui. Ah, je vous ai eu. Ah merde. Mais ça aurait été très plausible puisqu'il était, si tu regardes les entretiens et tout, genre les interprétations de ces films, il part du principe que chacun pouvait avoir son interprétation et qu'il fallait pas les analyser justement. Il y a une logique dans chacun de mes films, mais l'important, c'est votre logique à vous. Et du coup, je vais envie de te dire vrai. Et j'ai envie de te dire non, moi. Bah, fallait suivre le néophyte. Ouais, bah alors, pour une fois, Julien, il va gagner. Ne réalise pas un film s'il ne peut pas être celui que tu veux véritablement faire. Est-ce qu'il serait... Enfin, j'ai l'impression que la phrase, elle est un peu moralisatrice. Est-ce qu'il est tant moralisateur que ça? Je suis pas sûr. Bon, je vais dire faux. Elle pourrait être plausible, mais on va dire faux. Elle est vraie. Elle est vraie. Ah ouais. Et le plus drôle, c'est dans l'interview de quel film? Attends, répète la phrase du coup.
Il a dit ça dans une interview à propos d'un de ses films. Ne réalise pas un film s'il ne peut pas être celui que tu veux véritablement faire. Il a dit ça à propos Dune. de quel film? Il a dit ça par rapport à Dune. Si dans 10 ans je suis amené à revoir mes films, je suis certain que je les aimerais tout autant qu'avant. En vrai, c'est compliqué parce que ça pourrait être des phrases qui pourraient être dites, mais en même temps, elles sont très générales, ces phrases. Mais j'ai envie de dire vrai. Ouais. Oh oui, bien vu. Non, mais qu'est-ce que je raconte? C'est faux. Non, c'est faux, c'est moi qui ai créé ce truc. Eh bah bravo, parce que j'ai pas reconnu. J'ai viscéralement détesté ce film, je n'en tire rien de bon, rien. Je pense que si c'était à refaire, je ne le referais pas. Dune a failli me dégoûter de faire des films, je n'en tire aucune leçon. Oh, je pense qu'il a bien pu dire ça tellement il devait être dégoûté. Ouais, vrai. Non, faux. Faux. Ah merde. Faux, non. Ça c'est ton avis de Dune. Non, c'est vachement intéressant Dune. Et même lui, en fait, dans une interview, il disait c'était une horreur à faire, mais ça m'a été très formateur. Donc, à l'inverse de je n'ai rien appris de ce film. On a couru et on a plongé sur ce tapis moelleux avant de s'embrasser langoureusement. C'était comme dans un rêve. Ce baiser était si intense et profond qu'il a allumé en moi un feu ardent. Vrai. Bah vrai, hein. Vrai. C'est dans un film, je sais plus lequel, mais voilà. On croit comprendre les règles quand on devient adulte, alors que tout ce que nous faisons est brimer notre imagination. Ça pourrait très bien être lui, ça. Donc je vais dire oui. Ça pourrait très bien être toi aussi, mais je pense qu'on va dire vrai. Moi je vais dire c'est une phrase de notre cher Ami Owen. Oh, je ne suis pas tel poète, mon Oh ami. mince. C'est marrant parce que plus d'une fois, c'est vrai, hein, et Julien a pleinement confiance dans le génie de David Lynch et Jérém a pleinement confiance dans mon génie. Ça me flatte. Moi j'attends qu'une chose, c'est de voir ton scénar et de le produire. Ouais, j'avoue. Je ne vois pas pourquoi les gens attendent d'une œuvre d'art qu'elle veuille dire quelque chose alors qu'ils acceptent que leur vie à eux ne rime à rien. Ça, c'est Lynch. Oui, je pense que là c'est Elle est bon, Lynch craché, là. connue, Elle est celle-là. connue. J'imagine qu'on peut dire que Twin Peaks m'a rendu célèbre, mais tout est relatif. Qui est vraiment célèbre? Elvis? Franchement, Ouais, elle est possible. vraie, celle-là, je Possible, ouais, parce que. Carrément. Et la dernière, nous sommes le 27 octobre 2019, and you can't believe it! It's a Friday once again! Elle est vraie. Oui, elle fait un beau saut. Il l'a jamais dit le 27 octobre. Oh, bâtard. Oh, bâtard. Le 27 octobre 2019 n'était pas un vendredi. Quel bâtard. Voilà, c'était mon petit jeu sur David Lynch. C'était très drôle. Ah, c'est chouette, ça me fait T'as dit plaisir. quelle date? Le 27 octobre 2019. Je sais pas ce que je faisais, ok. Peut-être en salle à regarder Joker. Ah. C'était peut-être la Ah, période. c'était la période, je crois, oui. Ah, bref. C'est ton Joker. Eh bien, le Joker, qui était à Fred de base, je lui vole son Joker. Oh, il a qu'à être là, qui part à la chasse, père. À sa place. Voilà, il est, Son en Joker, Sa- en l'occurrence. il est en Savoie, bah tant pis. Eh ben, il est en Savoie, on n'aura pas sa voix. Ta. Ah, ça y est, c'est fini, hein. C'est Du plus, coup- c'est plus ciné, c'est de l'humour maintenant. Du coup, quel est le sujet de ton Joker? David Lynch. Ah, ouais. Pas de- Oh, surprise. Alors, comme m'a demandé Fred, c'est quoi ton Joker pour préparer les miniatures, j'ai dit David Lynch. Il n'y a pas de phrase haute, c'est juste David Lynch, c'est tout. Il n'y a pas de le Ok. rapport à non, David Lynch. Et d'habitude, tu prévois quelques citations, quelques bibliographies, même pour certains de tes Jokers. Est-ce que c'est le cas un petit peu? Bah, en fait, techniquement, je devais préparer un épisode d'écran sur David Lynch à la C'est base. vrai. Donc, j'ai beaucoup de matière dans la tête. Excellent. J'ai quand même envie de repartir du début parce que David Lynch c'est un cinéaste assez particulier et c'est vraiment un processus de découverte. Parce que si tu regardes le long de sa filmographie, tu pars de Eraserhead jusqu'à Inland Empire, en passant par un film comme Sailor et Lula, ça paraît extrêmement différent et en même temps c'est très cohérent avec tout ce que va développer David Lynch. Mais point de départ, moi, comment j'ai connu David Lynch 2017, Twin Peaks. Vraiment, sans doute, si pour ceux qui connaissent pas du tout David Lynch et qui voudraient s'intéresser à son univers, je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée. Bah, déjà, c'est une série, donc c'est codifié avec les codes de la télévision de l'époque. C'est coécrit avec Mark Frost. Donc, tu retrouves les notions très oniriques de David Lynch, mais qui vont être très cadrées. Tu retrouves aussi toute cette dimension policière qui va être développée dans son cinéma. Donc je pense que c'est vraiment une porte d'entrée. Et en fait, à partir de Twin Peaks, que j'ai découvert, de fil en aiguille, après j'avais découvert Blue Velvet, et tu vois, c'est là que tu sens la différence. Blue Velvet, à l'époque, je ne l'avais pas tant apprécié que ça. J'étais passé à côté pour l'avoir redécouvert, je pense, il y a 3 semaines. C'est incroyable, Blue Velvet, parce que finalement, tout ce que va développer Lynch, que ce soit Eraserhead ou même un film comme Elephant Man qui est quand même beaucoup plus cadré parce que c'était vraiment un film qui a été taillé c'est vraiment un film de commande au sens où il a vu une production, il a bossé sur le scénario a posteriori, mais c'est vraiment un film où il fait la mise en scène. C'est presque un film pour Oscar, les Fandman. C'est vraiment un film pour Oscar, hein. Mais c'est-à-dire que tu as toute cette notion chez David Lynch de l'étrangeté, vraiment cette notion d'inquiétante étrangeté, hein, cette notion qui est développée chez Freud notamment. Et en fait, tu as cette idée que tu vas prendre des espaces communs, des espaces du quotidien, et que ces espaces vont être contaminés. Vraiment cette notion de contamination. Et là, par exemple, je trouve que
l'introduction de Blue Velvet en fait résume à lui-même peut-être vraiment une grande part de son travail. C'est tu prends une bourgade américaine, mais vraiment c'est filmé de manière très cliché, hein. Tu as l'homme qui passe sa tondeuse, les personnes qui promènent leurs chiens, les grands sourires qui font à la fois très faux, et d'un coup d'un seul tu as un homme qui fait une crise cardiaque. Il tombe par terre, tu as un chien qui va tourner autour de lui et en fait la caméra va s'approcher du sol et du sol tu vas voir des fourmis dévorer la terre. Et c'est-à-dire c'est comment l'image en fait se fait dévorer elle-même pour montrer ce qu'il y a de caché. Et c'est ce que tu expliquais dans les quelques citations qu'il y a eu de David Lynch. Il y a toujours cette notion que tu as une réalité et tu as une couche derrière qui vient cacher des choses souvent très ténébreuses. Et tu vas toujours retrouver cette notion de bien confronté au mal. Et en fait tu vas avoir cette notion que tu as par exemple dans Twin Peaks ou dans Blue Velvet où tu as un antagoniste Bob ou Frank qui ont vraiment cette notion en fait du mal en fait de maléfique et le personnage qui a peur de devenir comme lui. Donc tu as toute cette notion de dualité et du double dans le cinéma de David Lynch. Et là, je tire un peu partout sur ce que ça peut être, mais si tu regardes l'évolution, déjà d'abord David Lynch est un peintre avant de devenir cinéaste, et c'est parce qu'il a voulu mettre en scène ses peintures qu'il est tombé dans le cinéma. Si tu regardes ses tout premiers courts-métrages, c'est vraiment de la peinture animée. Et en fait, à partir de là, il va découvrir plus ou moins une appétence pour le cinéma en lui-même. Il va développer le projet Eraserhead, qui va prendre presque 5 ans à faire, en sachant qu'il devait bosser, livrer des petits journaux à côté pour financer le film. Donc en fait le film, tu avais des fois 1 an de pause entre 2 plans, c'est ce qu'il dit, tu as le personnage d'Henry qui ouvre une porte et il faut attendre 1 an plus tard pour voir ce qu'il y a derrière la porte. Je trouve que c'est vraiment une leçon à toute personne qui voudrait se lancer dans l'enfer de la réalisation et du cinéma. C'est vraiment un récit de résilience que le mec a quand même douillé pour arriver à faire ce film, au point qu'il y avait son papa qui lui demandait « Mais David, tu ne veux pas trouver un vrai travail s'il te plaît ?» Parce que bon, il avait quand même un enfant à nourrir pendant ce tournage-là. Il avait femme et enfant. Et en fait, voilà, tu as cette notion déjà des Eraserhead qui est très expérimentale, mais ces notions très sombres, très cauchemardesques, ces notions aussi industrielles, ces villes industrielles que tu retrouves dans Elephant Man, et aussi ce goût pour les monstres et les marginaux. C'est ce que, par exemple, aussi Sailor et Lula, qui n'a absolument rien à voir en termes d'esthétique, et pourtant c'est s'intéresser à des marginaux et avoir toute cette notion de féerisme, d'onirisme, avant de tourner vers un cinéma. Et là, je pense vraiment la dernière partie de son cinéma qui sera Inland Empire, Mulholland Drive et Lost Highway, où là, on est vraiment dans des cinémas très labyrinthiques, où les notions même de réalité se confondent, où les temporalités se mélangent, où même les personnages deviennent littéralement des doubles, que ce soit Lost Highway. En fait, Lost Highway, c'est full ça. Hein. C'est vraiment une schizophrénie mise en scène. C'est-à-dire que tu as un personnage, c'est le même personnage, mais c'est plus le même acteur, c'est plus le même nom, c'est plus la même histoire, mais c'est le même personnage. Et le début de l'histoire d'un et la fin de l'autre, etc. Et Mulholland Drive, c'est pareil, c'est des histoires de double entre les personnages. Et voilà, c'est son cinéma beaucoup plus, comme tu disais, cryptique. Lost Highway, j'avais adoré le côté cyclique qui s'en dégageait. C'est ça. T'as l'impression de partir sur un autre film en milieu, donc t'es un peu déboussolé parce que t'as passé 1 heure à suivre une intrigue qui disparaît littéralement comme ça. Tu recommences à t'acclimater à un autre récit, et en fait, les deux récits se joignent d'un bout à l'autre, mais de manière presque inversée. Ça m'avait assez impressionné, quoi, en matière de procédé, et avec cette route. De toute façon, c'est ça, Lost Highway, cette route où tu es toujours perdu, où tu ne sais pas où est le début, où est la fin. Mais voilà, là, j'ai vraiment fait une sorte de gros panorama de David Lynch, mais en fait, David Lynch, je pense que c'est des films qui se revoient et qui se réinterprètent en soi, puisque c'est comme ça que se voient ces films, à se réinterpréter. Mais moi, j'ai encore besoin de temps avec David Lynch, parce que pour le moment, on est encore dans la phase rendez-vous manqué me concernant, parce que à l'exception, c'est tous des films que j'ai vus qu'une seule fois. Ça se revoit. En fait, vraiment les films de David Lynch, ça se revoit, parce que moi, je te disais Blue Velvet, je l'ai vu même avant la licence de cinéma, donc quand j'avais une culture cinéma encore très très faible. Et pourtant, quand tu vois Blue Velvet, tu ressens toutes les influences qui seront plus tard dans Twin Peaks. Mais j'adorais Twin Peaks et je regarde Blue Velvet et mais qu'est-ce que je regarde en fait. Et tu passes à côté, et pour l'avoir revu en fait, Blue Velvet c'est magnifique. Alors moi j'avoue que j'ai pas grand chose à dire parce que je m'y connais vachement moins en Lynch que vous deux. Que lui. Oui, surtout que Julien, mais même toi, t'as quand même vu 5 films de lui, donc tu connais peut-être un peu mieux ce que veut dire Lynch dans ses films, etc. Mais je t'avoue que je sais plus, je crois que c'est pour Scorsese, on avait dit ça aussi. C'est le genre de réalisateur où moi j'ai été un peu forcé de voir les films, et maintenant faudrait que je passe dans la phase où je vais découvrir par moi-même. Scorsese, on avait dit c'est ça, c'est en gros c'est des films où on m'a peut-être un peu imposé de les voir, et après par la suite c'est moi qui suis allé découvrir d'autres films de sa carrière. Lynch c'est pareil, pour l'instant je suis pas parti dans ma phase où je vais découvrir, parce que très clairement j'aimerais découvrir Twin Peaks, j'aimerais regarder Sailor et Lula parce que je veux savoir de quel camp je suis, j'aimerais voir son premier film Eraserhead, etc. Mais voilà,
tous les films. Je me souviens, Elephant Man, je l'ai regardé imposé parce que je devais le voir pour un cours en le plus accessible. Et c'est également le plus accessible. Moi, ça a été un coup de cœur. J'ai commencé par le plus accessible. J'ai vu quoi d'autre? J'ai vu Blue Velvet pour les cours à la fac et j'ai vu Mulholland Drive pour les cours à la fac. Tu vois, donc j'ai été à chaque fois imposé à voir ces films. Déjà, Blue Velvet et Mulholland Drive, c'est pas forcément évident de rentrer dedans et de le comprendre tout de suite. Moi, Mulholland Drive, moi je vois souvent un peu mon opposition sur Lynch, un peu Mulholland Drive, Lost Highway, parce que pour moi ils font partie vraiment de ces derniers films labyrinthiques qu'il fait avec Inland Empire. Moi, Mulholland Drive, je l'ai vu avant. Mais quand justement j'avais pas encore une culture si énorme que ça sur David Lynch ou même de culture ciné, donc j'avais aimé, mais j'ai toujours eu l'impression d'être passé à côté, alors que Lost Highway je l'ai vu après. Lost Highway c'était un gros coup de cœur, mais je pense que si là je revois Mulholland Drive, je pense que ce sera peut-être ton film préféré. Honnêtement je le pense, hein, parce que quand je revois les souvenirs que j'en ai et quand je les réinterprète avec ma vision de David Lynch actuelle, je me dis mais ça ne peut qu'être incroyable. Et, tu vois, moi je disais donc que je les ai vus tous qu'une seule fois. Elephant Man, c'était un giga coup de cœur. Lost Highway, c'était un coup de chance parce que c'était ces moments où je me baladais au hall et où je vois que, ah bah tiens. En plus, au cinéma, c'est super. Ouais, c'est comme j'avais vu La Cité de la Peur, au hasard, comme ça, au hall. Bah là, c'est pareil. Je tombe au hasard sur Lost Highway et Alignement des planètes. Mais le reste. Bon, et the Rest, c'était pas une bonne séance. J'étais au ciné-club, amphithéâtre un peu miteux, son dégueulasse, image dégueulasse, siège pas confortable. Le son dans Eraserhead, il est... Ouais. Et c'est en fait, David Lynch, de manière générale, le son, c'est très très important. Parce qu'il fait un gros travail sur le son, de toute façon, sur les ambiances, etc. Et Eraserhead, c'est vraiment un film de son, notamment. Mais l'impression d'être un peu pris au piège quand même avec Eraserhead, l'impression de... Je sais que c'est bien, mais j'ai pas aimé. Et ensuite, les deux que je trouve franchement mauvais, bon... Dune, c'est normal. On peut lui trouver des trucs intéressants, mais dans les faits, c'est un film qui dure 2h20 et qui dure clairement 1 heure de trop. Alors que, en fait, non, ça dure 1 heure. Il faudrait que ça dure 1 heure de plus, mais en même temps, il faudrait que ça dure 1 heure de moins. Ouais, je vois le genre. Il y a trop de trucs dans Dune, mais en même temps, c'est inadaptable, Dune. Je suis pas spécialement fan du bouquin en plus. Mais il y a trop de trucs dans Dune, et adapter ça en un film, pas possible. Et ensuite, il y a Sailor et Lula. J'ai pas compris. Mais j'étais dans cette phase-là où moi, j'étais en L1. Donc j'ai enchaîné Elephant Man, j'ai enchaîné Sailor et Lula. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu te dis ça n'a rien à voir ces films, mais en fait pourtant ces films partagent énormément en commun. Mais en fait Sailor et Lula, déjà ce qu'il faut savoir en tête, c'est que quand Lynch fait ce film, c'est le Magicien d'Oz. C'est une version moderne du Magicien d'Oz, avec toutes les thématiques de Lynch, c'est-à-dire d'un côté l'onirisme et le côté très naïf, très enfantin que représente le couple Cage et Laura Dern. Ouais, Laura Dern Cage. Mais en fait, c'est ce côté très bienveillant qu'il a sur ses personnages de marginaux, avec les personnages qui vont être très maléfiques, donc notamment la mère, qui fait figure en fait de la méchante sorcière dans Le Magicien d'Oz. Et avec ce côté très rock'n'roll que tu pourrais avoir dans Lost Highway en plus, que tu retrouveras dans Lost Highway, ce côté très rock'n'roll, très road trip dans Sailor et Lula. Et toujours avec du coup cette idée de tu as une voiture qui s'enfonce dans les bas-fonds de l'Amérique. Qu'est-ce qui ressort en fait de ce vernis qui cache la réalité? Mais je sais pas, moi il y avait des images que j'aimais pas, genre juste les dents de Willem Dafoe, le nez cassé de Nicolas Cage, ça te fait à la fin du film ah oui, c'est les effets de surimpression, c'est kitsch, ça c'est extrêmement kitsch, mais à un niveau. Et puis ouais, j'avais l'impression, toute la séquence avec Willem Dafoe de manière générale, je la trouve trop longue. Ouais. Genre où ils sont dans le motel là. Ouais, ça remonte un petit peu, c'est là je te parle. Ça doit faire 2 ans aussi. Film que j'ai. La L1, c'était il y a 6 ans pour moi. Ouais, non, c'est du peu que j'en ai en souvenir, ça. Puis même en fait, je revois les images, c'est pas une esthétique qui me parle, c'est pas un truc. Pourtant, il y a un peu un petit air de Paris Texas à certains instants, mais non, je revois les dents de Willem Dafoe, c'est pas possible. Mais pareil, je dirais Sailor et Lula, je peux conseiller parce qu'il est assez accessible en termes. Il est pas cryptique. J'ai le Blu-ray de Sailor et Lula, faut juste que je le mate. Voilà. Je le rematerai avec toi, par curiosité. Peut-être que ça va déclencher quelque chose. Mais après, de toute façon, globalement, la critique, on s'accorde pour dire que le meilleur de Lynch, ça va se retrouver dans Mulholland Drive, sa dernière partie de filmographie, Lost Highway, Mulholland Drive. Et Inland Empire, je ne l'ai pas vu, mais c'est le film incompris de David Lynch. Qui sera donc à jamais son dernier long métrage. Oui. Et en fait, c'est ça aussi qui fait mal avec le départ de Lynch, c'est qu'on savait qu'il avait 78 ans, mais il y avait presque un côté, on refuse de l'admettre, on refuse de se dire que ce sera son dernier film, parce qu'on a toujours eu l'impression qu'après Inland Empire, il allait en refaire un. Il a fait du court-métrage, il a fait la saison 3 de Twin Peaks. Oui. Mais pas de film. C'est ça aussi qui fait bizarre comme impression, c'est que c'est la mort de David Lynch. En même temps, David Lynch, ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas fait de film. Mais du coup, Lynch, on le quitte donc avec cette image de John Ford dans The Fabelmans. C'est ça. C'est ça. Et je trouve que c'est quand même une très belle coda.
C'est vrai. La dernière réplique à la dernière réplique à l'écran, la dernière chose que tu verras à l'écran de David Lynch, c'est David Lynch qui dit casse-toi de mon bureau. Quand l'horizon est en bas, c'est intéressant. Quand l'horizon est en haut, c'est intéressant. Quand l'horizon est au milieu, c'est chiant à crever. Maintenant, bonne chance, casse-toi de mon bureau. Mon plaisir. Voilà, c'est beau. C'est une belle fin. Ça semble prématuré, mais 78 ans, et vu tout ce qu'il fumait. Bah, les feux de Los Angeles sont en partie responsables de, Ah ouais de De la l'aggravation, dégradation. c'est plus, voilà, mieux, pardon. De son état. De l'aggravement. l'aggravation, voilà, de l'aggravement de son état. Ah, bon. Mais de toute façon, je pense qu'au vu de l'état de ses poumons, je pense qu'en fin d'année ou l'année prochaine, ça Ouais, ce serait fait. serait fait de toute façon. Bah écoute, nous serons silencieux en regardant le In Memoriam de... Des Oscars. En tout cas, goodbye, so long, David Lynch. Oui. Tu as tout mon soutien si tu as besoin de Non, parler mais d'une ça va, épaule. écoute, Ne restez pas seul. j'appréhende le jour où ce sera Scorsese. Oh, Ah oui, aussi. Oh, tu oh, peux ça va être appréhender. compliqué. Oh, ça tuerait ça. Oh, tu peux appréhender. Tu sais, James Cameron commence à se faire vieux, Owen. Il a que 70 ans. Ça va, moi je touche du bois, Shyamalan, il a encore 50 balles et ça va. Ouais, mais bon, son état de cinéma, lui, il est Ta en... gueule. Bref, je pense qu'on pourra redonner le Joker à Fred. Hein. Oui, Il- oui, je le pense à ça aussi. Le Joker va lui revenir. Donc, Oui, Fred. voilà, Fred, si tu reviens un jour, s'il te plaît. Pas si dans 2 semaines, ce sera terminé, le concours de la Fémis. Je ne sais pas. On verra bien quel film on va parler aussi. Hein. En tout cas, on espère bien qu'il sera de retour, le Fred. Voilà, en tout cas, l'émission, elle est à présent terminée. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur Instagram, X et TikTok, que l'émission est à retrouver sur toutes les plateformes de streaming ainsi que sur YouTube, et que so long partner. Ciao. À dans 2 semaines.